Europe. La revue de presse à présent. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, addiction et dépendance. Oui, on ne sait pas toujours qu'on est dépendant à quelque chose, mais on s'en rend compte lorsqu'on est en manque. C'est tout le sujet du numéro de septembre de National Geographic. Comment devient-on accro et qui explique les rouages de la dépendance? La dépendance survient, explique le journal, lorsque le circuit du manque submerge les points chauds du plaisir. Plusieurs études prouvent que l'on peut être dépendant à un comportement et pas seulement à une substance. Un comportement, par exemple, acheter impérativement son journal tous les matins. Or, en ce jour de mobilisation contre les ordonnances réformant le Code du travail, préparez-vous, vous ne trouverez sans doute pas vos quotidiens en kiosque. De quoi savoir très vite si vous êtes addict au papier. Quoi qu'il en soit... C'est un peu votre cas. Hein. Moi, tout à fait. Vous êtes en manque ce matin. Je reconnais. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, on peut toujours les lire en version numérique et constater que l'obsession du jour, eh bien, ce sont justement les manifestations. La presse raffole des bras de fer, c'est pas nouveau. Et l'on retrouve ce matin à peu près les mêmes titres qu'il y a 10 jours. Macron face à la rue, en une du Figaro, l'heure de vérité pour le courrier Picard. Ça ne fait que commencer, prévient l'hebdomadaire Politis. Le magazine Challenge, lui, vous explique tableau à l'appui pourquoi, avec cette réforme, les syndicats râlent et les patrons jubilent. Liste des frustrations pour la CGT, FO et la CFDT, inversion de la hiérarchie des normes, fusion des instances représentatives du personnel ou encore possibilité de signer des accords dans les entreprises sans les syndicats. Côté patronat, c'est la liste des satisfactions qui débordent, plafonnement des indemnités prud'homales, rupture conventionnelle collective et plans sociaux qui ne seront plus dépendants des profits faits par les entreprises au niveau mondial. Challenge qui publie un sondage assez parlant. L'Institut Opinionway a posé la question suivante à 300 chefs d'entreprise. Êtes-vous favorable au projet d'ordonnance? Réponse oui à 91%, plébiscite incontestable. Pour rappel, c'était 38% seulement pour la loi El Khomri. Et puis, à lire la presse, Marion, on pourrait se dire que la France est accro au modèle allemand. Oui, les élections législatives ont lieu dimanche outre-Rhin et chacun y va de son dossier allemand. Numéro spécial de 40 pages pour Courrier International qui titre « Allemagne, terre inconnue ». Dossier aussi dans Le Point avec en une le couple Macron-Merkel. À l'intérieur, on compare les deux modèles économiques. Croissance au top, taux de chômage très bas, balance commerciale colossale. Dans le match France-Allemagne, c'est l'Allemagne qui fait la course en tête. La parole à un patron de groupe financier. Ce qui frappe en Allemagne, dit-il, c'est combien l'entrepreneur est important et respecté et puis le coût du travail est plus faible et les charges moins élevées. Pour relativiser ce tableau idyllique, il y a aussi ceux qui choisissent de démonter le mythe. Même à Francfort, tout n'est pas si rose, titre Le Parisien. Dans l'opulente cité financière, le modèle allemand fait débat. Reportage aussi dans les dernières nouvelles d'Alsace, à Berlin, et zoom sur les femmes travailleuses piégées en première ligne des inégalités. Enfin, dossier dans Pellerin Magazine qui s'interroge sur la réalité du miracle allemand. À Leipzig, raconte l'hebdo, la situation économique n'a jamais été aussi bonne sur le papier. 7,6% de chômage, un record depuis 91, mais cette ville de l'ex-RDA compte encore beaucoup de familles touchées par la précarité. Bien des personnes âgées sont contraintes de travailler à cause de leur maigre retraite, soupire la directrice de l'initiative ecclésiastique pour les chômeurs. J'en ai reçu une qui ne touchait que 530 € de pension. En cause, les petites retraites donc, mais aussi la réforme des mini-jobs très mal payés, de courte durée et qui, dans les faits, écrit le journal, permettent surtout de sortir ces travailleurs des chiffres du chômage. Conséquence, l'explosion de la précarité. 13 millions d'Allemands sont pauvres ou menacés de pauvreté. Conclusion du reportage, le miracle allemand a aussi ses limites, c'est-à-dire dans Pellerin Magazine qui, ça va de soi, s'y connaît en homologation de miracles. Évidemment. Enfin, plusieurs cas de dépendance, à commencer par celle des accros à la politique. Oui, ceux qui n'arrivent pas à décrocher, même quand c'est fini. Le blues des dégagés, article de Patrice Duhamel dans Vanity Fair, qui passe au crible les cas de Sarkozy, Juppé, Hollande, Fillon et Valls. Le plus addict étant peut-être le journaliste qui dit de Hollande comment l'imaginer longtemps éloigné de la scène politique, ou encore de Sarkozy, réussira-t-il, comme il l'affirme pourtant, à respecter une vraie cure médiatique? Rien n'est moins sûr. Et oui, les désintox sont toujours douloureuses, surtout quand elles sont forcées. C'est aussi ce que note Paris Match, qui alerte plus sérieusement
sur l'emprise des écrans sur les enfants. Ryan, Enzo, Ava et Nassim ont entre 3 et 10 ans et ont tous les mêmes symptômes. Mutisme, irritabilité, crise à répétition. Dans ces cas-là, je pose aux parents la question des écrans, explique le docteur Barthélémy, et les réponses sont toujours les mêmes. Télé allumée en permanence, portable au réveil, pendant les repas et tablette dans les chambres. Le sevrage fut une épreuve, raconte une mère. Au début, c'était la guerre, mon fils ne savait plus comment s'occuper. Et puis, il a réussi à se concentrer davantage. Il s'est même mis à lire. La psychologue Sabine Duflo rappelle les règles. Pas d'écran le matin, ni pendant les repas, ni avant de dormir, ni dans les chambres, parce que ce qui est en jeu, dit-elle, c'est le développement de l'enfant. Justement, pour conclure, on peut citer le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, interrogé par Beaux-Arts Magazine. Notre cerveau, dit-il, est un système dynamique. Il se construit progressivement pendant 15 ans, du stade fœtal à l'âge adulte, et c'est pour cette raison que l'art est bon pour le cerveau. Il apporte à l'enfant une synthèse alliant émotion et raison. Le contact avec l'art peut-il aboutir à une forme d'addiction, demande le journal. Oui, répond Jean-Pierre Changeux, parce que la contemplation d'une œuvre d'art peut faire intervenir les systèmes cérébraux de récompense avec la dopamine. Donc oui, on peut devenir dépendant à ce type d'émotion. Interview passionnante à lire donc dans le numéro d'octobre de Beaux-Arts Magazine, où vous pourrez trouver de vraies bonnes drogues garanties sans effets secondaires néfastes. Merci de nous les avoir recommandés, Marion Lagardère, pour la revue de presse. Europe 1.